Il y a tout là. Après, on est différent. Dis, je rentre bientôt, je t'embrasse, Nicolas. Donc il y a un peu d'éthique de la création. On a prié jusqu'à ma mort, mais ça c'est tout lyrisme passionnel, mais pour une sensation colorée, pour une passion plastique, semble-t-il partagée, avec une expression donc, qui vient du poète, qui désigne donc un regard pictural particulièrement essentiel, puisque, enfin, à mon sens, je ne suis pas le seul à le penser, on a affaire au plus puissant coloriste du XXe siècle avec Nicolas de Staël. Hein. Le cassé bleu est donc cette illumination, cet éblouissement du regard qui surgit soudainement, le temps de la fulgurance, en faisant voir ce concentré intense de couleurs vives, partout en contraste aux antipodes de la reconnaissance habituelle du ton, mais c'est une lumière de connaissance. Connaissance, donc, est-ce que c'est un jugement de connaissance? Elle donne à voir autrement, comme un éclat d'eau violent, très violent. La composition par masse et plaques colorées se voit brusquement, brisant la carte postale ou le motif. Le premier motif qui ne valait d'ailleurs que pour ces quelques lignes, ces maigres traits. Il fait quelques dessins comme ça, très simples en apparence de Staël avant de peindre. Ces maigres traits saisissant, d'abord un espace et esquissant aussi une mise en place que la peinture a su retenir par son seul dessin, avant d'y retourner ensuite, que le peintre a su retenir avant d'y retourner ensuite par cette espèce d'allumage incendiaire posant et raclant ses puissants accords incandescents. En modulant également des tons très serrés, des gammes de gris presque imperceptibles, des gammes de gris bleu ou d'autres encore, des gris métallisés, terreux, il arrive un moment où la tonalité soudain bascule aussi. Le cassé bleu se produit en un nouveau contraste. Parce que de Staël peint aussi dans des mi-teintes très serrées, de gris bleu, et non dans des couleurs stridentes. La sensation de violence colorée, la stridence dont de Staël s'est fait une spécialité, est d'abord une sensation ressentie. Rendre 1000 fois le coup reçu, dit-il. Le puissant coloriste, le plus puissant et le plus grand coloriste du XXe siècle, selon moi, doit encore transposer, comme tous les peintres, la sensation sur la toile, ou la faire ressurgir avec la même densité, par plaque, par surface ajustée au couteau. Placard massif, matière truellée, toujours au service de la couleur, avec recouvrement d'un ton transpirant sous un autre, par écrasement et mélange sur la toile, une couleur glissant sur une autre. Mais que répondit Char à une correspondante, après la mort de Nicolas de Staël? Précisément sur la lumière, de la connaissance. Lumière plastique s'il en est. Nous pouvons le lire, et comble du comble, Char franchit la ligne de partage entre les peintres purs et les peintres d'image. Nous laissons le lecteur découvrir le nom du peintre qui semble comparable à son ami. Ceci afin de donner des éclaircissements sur ce fameux cassé bleu. Le poète reprend ses droits et atteint les plus grandes confusions sur la couleur sentie, mais non vue par de Staël, et surtout sur le bord du tableau. Tableau retourné, et bien-être infini grâce à ce retournement, etc. On sait que Kandinsky découvrit l'abstrait en voyant une de ses toiles retourner, mais quand même, en tous les cas, avec le tableau du peintre que nous laissons au lecteur le soin ou le plaisir de découvrir, il n'y a rien de comparable. De toute façon, on ne retourne pas à de Staël, qui a son centre de gravité, et l'esprit n'a pas à se tenir au bord de la toile, assis sur le bord comme un parergone. Tiens. Donc Ariane Dumont, une américaine universitaire, bonjour. Découvrir l'œuvre d'un, elle s'adresse à Char donc, de Staël est mort. Découvrir l'œuvre d'un peintre par la citation d'un poète. Le peintre, c'est Nicolas de Staël, dit-elle. Le peintre, c'est vous. Et la citation, c'est celle dans laquelle vous lui dites savoir où il se trouve. Soit auprès de la lumière, soit auprès du cassé bleu. Ce cassé bleu m'intrigue, il me fait rêver. C'est à la fois le jour et la nuit, le ciel, l'eau et les éléments. Mais pour vous et lui, c'était quoi? Je comprendrais que vous ne répondiez pas, me laissant à mon imagination. Mais quel bonheur ce serait d'être emmené dans une autre dimension. Merci. René Char, chère madame, ne gonflons pas les énigmes, elles deviennent des mystères, ou lorsqu'elles sont élucidées, elles déçoivent. Cependant, vous vous prêtez à un jeu très intéressant et fort amusant. Ce cassé bleu fut un sujet de débat intérieur sans fond, mais d'une richesse espérante. Ce cassé bleu nous ressemble à tous. C'est vous qui parlez d'autres dimensions. Vous ne croyez pas si bien dire. Nicolas de Staël a su parcourir un monde de couleurs qu'il ne voyait certainement pas vraiment. Il les sentait. Quand nous en parlions, cette dimension nous apparaissait comme une caresse au-delà des yeux. Au-delà des yeux. Le cassé bleu était là, distinct, au milieu de la mer rouge, du ciel jaune, ou encore vert, et des tables violettes. Après cette considération, on est comme différent, disait Nicolas. Il cite la réponse de Nicolas de Staël. Madame, pour approcher le cassé bleu, celui par exemple du ciel infini,
Prenez une toile de Nicolas de Staël, comme les barques dans le port, ou les mouettes. Ou bien encore toute autre chose, l'Empire des Lumières, de Magritte. Tu les as ici, ces barques? Non, non, attends, laisse-moi finir. Mouettes. Mettez outrageusement l'œuvre à l'envers, tête en bas, posez-la, reculez-vous, et asseyez-vous confortablement bien en face, et regardez. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le passage, hein, je reprends, hein, quand même. C'est extraordinaire. Madame, il fait une performance d'ailleurs, et de sortie de la peinture, j'appelle ça les sortants de la peinture, les sorteux de la peinture. Madame, vous approchez le cassé bleu, celui par exemple du ciel infini, prenez une toile de Nicolas de Staël, comme les barques dans le port, ou les mouettes, ou bien encore toute autre chose, l'Empire des Lumières de Magritte. Mettez outrageusement l'œuvre à l'envers, tête en bas, posez-la, reculez-vous, asseyez-vous confortablement bien en face, et regardez. Le cassé bleu, c'est lorsqu'inéluctablement votre esprit s'approche de la toile et vous donne envie de vous asseoir sur le cadre, au bord du ciel à l'envers, les pieds dans le vide, qu'en quête de suspension vous vous jetez au bord du cadre, dans un besoin de désaltération, et que cette situation vous procure un bien-être infini. Mais il faudrait le voir. C'est pas la peine. C'est pas la peine, René. Si tu as un peu en mémoire un ou deux tableaux de Staël, ça suffit. Pas du tout en mémoire. Du tout. Les mouettes de Staël, les mouettes de Staël. Je ne pas vu. Pas grave. Je vous laisse regarder, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Oui. C'est pas le problème. Je termine la citation. Parce que il faudrait... Et oui, c'est ça qui est ennuyeux. Non, c'est pas gênant. En quête de suspension. Je vous laisse découvrir, faire l'expérience du cassé bleu selon à titre posthume. Non, mais c'est pas moi qui suis en question, c'est les gens qui sont là. On ne voit pas ce que ça représente. Bah, écoute, si tu vois pas. Attends, alors. Ce cassé bleu, qu'en quête de suspension, vous vous jetez du bord du cadre dans un besoin de désaltération et que cette situation vous procure un bien-être infini. Le cassé bleu, c'est l'infini. Quand on voit ainsi le cassé bleu, on ne cherche plus à le démystifier. Mais il y a mille manières de le rencontrer. À chacun la sienne, à chacun sa palpable. Il appartiendra à la délicatesse de l'esprit d'en faire son orthèse. Alors là, encore un néologisme, orthèse, pas inintéressant. O-R-T-H-E-S-E. On verra pourquoi. En conclusion, René Char. Voilà. Et puis pour parachever de vous convaincre peut-être, voici le poème écrit pour son ami. Du vivant de Staël. Il en fera un autre après, seulement. Le chant de tous est celui de chacun, trop pauvre, momentanément abandonné. Nicolas de Staël nous met en chemise, et au vent, la pierre fracassée. Dans l'avant des couleurs, il la trempe, il la baigne, il l'agite, il la fronce. Les toiliers de l'espace lui offrent un orchestre. Ô toile de rocher qui frémit, montrée nue sur la corde d'amour, en secret, un grand peintre va te vêtir, pour tous les yeux, du désir le plus entier et le moins exigeant. 1952, dans La recherche de la base et du sommet. Donc, bel exemple de réaction poétique à rendre la peinture, mais difficile. Difficile et bel exemple d'impuissance, en fait, poétique, quand même, à rendre la peinture, à l'évoquer, à la faire sentir, à la faire voir. Découvrir l'œuvre d'un peintre par la citation d'un poète, disait l'américaine. Le peintre, c'est Nicolas de Staël, le poète, c'est vous, disait donc la correspondance. Début difficile, en effet. Nous avons encore mieux, si la chose était possible, avec la figure mythologique d'Orion. Le spectateur devient enfant stellaire ou solaire. Et le peintre, une nouvelle fois, aveugle. La théorie de l'aboculaire sur le peintre cher à Derrida, l'origine aveugle du dessin, pour lui, rejoint une nombreuse littérature, comme La lumière s'éteint de Rudyard Kipling, son premier ouvrage, donc est l'histoire d'un peintre qui perd la vue progressivement, dans une histoire d'amour difficile. C'est le premier ouvrage de Kipling. Il y en a beaucoup d'autres dans cette littérature où les peintres sont souvent martyrisés. Char commente-t-il un tableau de Poussin pour qui la peinture est la délectation de tout ce qui se voit sous le soleil. Le peintre natif des Andelys, de Fort Gaillard, immense espace qui s'ouvre sur la vallée de la Seine, au sommet du mont, mais aussi la vue de la forteresse que le jeune Nicolas Poussin a pu admirer, vue orientée vers l'ouest, le soleil. Donc on a un poème en rapport avec ce tableau, semble-t-il, et Orion, et qui serait aussi bien de Staël. Excursion au village. Orion s'éprend de la polaire. Les amants sont inventifs dans l'inégalité ailée qui les recueille sur le matin. Il faut cesser de parler au décombre, une écriture d'échouage, cela à laquelle on m'oppose aujourd'hui.
Paysage répété au sommet de la nuit, sur qui se lève une lueur. La brûlure du bruit, louée soit la neige qui parvient à en éteindre la cuisson. Les femmes sont amoureuses et les hommes sont solitaires. Ils se volent mutuellement la solitude et l'amour. Toi qui nais appartiens à l'éclair, tu seras pierre d'éclair aussi longtemps que l'orage empruntera ton lit pour s'enfuir. Y a-t-il vraiment une plus grande distance entre nous et notre poussière finale qu'entre l'étoile intraitable et le regard vivant qu'il a tenu un instant sans s'y blesser? Nicolas de Staël, nous laissant entrevoir son bateau imprécis et bleu, repartit pour les mers froides, celles dont il s'était approché, enfant de l'étoile polaire. Alors Nicolas de Staël est comme le peintre chinois qui disparaît dans son œuvre, là aussi. C'était repris par Yourcenar, ça. Yourcenar en a fait une histoire où un peintre se sauve d'un empereur en se représentant dans le tableau, puis en partant dans le tableau directement, pour mener une autre vie. Mais c'est le peintre de l'art pour l'art qui est dénoncé par Walter Benjamin de cette manière-là. Le peintre pur disparaît dans son œuvre. Bon, c'est une pointe, évidemment, une pique, quand on voit Benjamin dans son fameux texte sur l'œuvre d'art à l'ère de la productivité technique. Mais c'est un problème lié à la vue, là, qui est encore attaqué. Oh, alors, qui est Orion? Je vais simplifier quand même, mais ce n'est pas inintéressant. Orion le fils, l'enfant d'une naissance paternelle sans mère, issu, engendré à partir d'une peau de bœuf, couvert de l'urine d'Irie son père, sur les conseils de Zeus et enterré. Le géant Orion, trahi par un roi, qui ne lui donna par sa fille, qui lui en avait promis, et aveuglé par la suite. Donc il ne donna pas sa fille, aveuglé par la suite. Recouvrir la vue en marchant tout droit vers le soleil jusqu'à s'enfoncer dans la mer, un enfant sur les épaules comme seul guide, en voilà une allégorie aboculaire. Ce qui reste mystérieux chez Poussin, c'est comment, comme souvent dans les paysages du grand siècle, le peu d'importance que revêt le mythe ou l'historia dans l'espace du paysage sur le plan strictement visuel et plastique. Les personnages sont souvent minuscules, ce qui n'est pas tout à fait le cas là d'ailleurs. Souvent prétexte un espace paysager qui acquiert la liberté de son déploiement et même son droit à l'existence, son droit à la peinture, n'en déplaise à tous les orions d'une poésie de la face tournée vers le soleil du tableau. Parce qu'on a aussi quelque chose dans le romantisme allemand, on a une, comment dirais-je, un mythe d'aveuglement à partir de, je ne sais plus quelle figure mythique romaine, un général rendu aveugle, les paupières étant coupées, face au soleil, donc condamné à voir le soleil. Et c'est pour Kleist la seule manière de voir le tableau de Friedrich, le romantique allemand, qui a fait une peinture d'un ciel très très bas, comme ça, il y a un petit moine, donc il faut le regarder avec les yeux de ce général romain. Alors c'est un poème magnifique, c'est bien, un romantisme allemand noir, une performance que personne n'a osé faire de nos jours, mais qui est imaginée là, qui est déjà là. Et donc les paupières coupées pour voir donc un absolu, voilà, un absolu de l'espace en l'occurrence, et voir notamment un Gaspard Friedrich, qui était particulièrement frappant pour les... qui est assez différent d'ailleurs des autres Gaspard Friedrich, parce que c'est un Gaspard Friedrich qui est peint de manière plus enlevée, mais surtout où il n'y a pas une silhouette comme ça découpée au premier plan, mais une toute petite silhouette à peine visible, mais un ciel alors gigantesque, qui occupe les 9/10 de la surface, mais qu'on a besoin d'avoir les yeux. Alors, bon, ça montre un peu effectivement l'impact et la forte impression sur les contemporains de ce tableau, mais néanmoins, pourquoi faut-il imaginer un sort mythique équivalent à cette torture et à cette obligation de voir un espace qui vous aveuglerait en même temps qu'il vous ouvre à l'infini. Donc il y a immédiatement une ouverture plastique et un aveuglement. C'est tout à fait étonnant. Et un très beau poème. J'aime beaucoup Kleist, j'aime René Char aussi, mais ce qu'il dit là de ce tableau est tout à fait extraordinaire. C'est le regard romantique absolu au plus près de l'aveuglement solaire. Mais c'est aussi pour retrouver la vue, selon le mythe d'Orion. Alors, regarder le soleil en face, ce n'est pas une chose simple depuis Héraclite, des choses qu'on ne peut pas voir, la mort et le soleil. Au contraire, il faut regarder en face pour retrouver la vue. Bon. Ce qui reste mystérieux chez Poussin, donc voilà. Les personnages sont minuscules. Hein. C'est encore la légende chinoise, reprise par Marguerite Yourcenar, du peintre sans figure physiquement clair dans le tableau, très bien. Mais ce n'est pas le cas dans ce tableau énigmatique du grand peintre français. Orion est gigantesque et Diane est introduite dans la légende. Elle figure en observatrice perchée sur les nuées. Elle réservera ses flèches contre Orion, par erreur, comme encore un aveuglement. Détail supplémentaire, Orion, un nom choisi par ce roi Irie, donc vient du mot urine, en grec.
les trois dieux Neptune, Zeus et Hermès, les trois dieux demandent au roi de Béotie d'uriner sur la peau de bœuf, donc fraîchement écorchée, puis gravement et ensemble, ils éjaculèrent sur le pissa du roi, selon la version de Catherine Clément. L'hospitalité, Irie avait au préalable sacrifié son plus bel animal aux dieux qui s'en trouvèrent fort satisfaits. Il y avait quand même un léger inconvénient. Fils de l'urine paternelle et des spermes de trois dieux. Orion était un géant, magnifique mais immense, formidablement charmeur, formidablement chasseur, si grand que sa tête dépassait la cime des arbres. Orion était un garçon dérangeant. Il chasse, coucha beaucoup, viola de temps en temps, et finalement, un père exaspéré lui creva les yeux. Un oracle prédisant qu'Orion recouvrait la vue, qui regardait le soleil, voilà, lever du soleil. Orion s'empara d'un jeune enfant qu'il posa sur ses épaules pour le guider jusqu'à la mer. Dans cette même version, c'est son père qui l'aveugle. Que voulait nous dire Poussin? Sperme, pissa, peau de bœuf, conception et gestation sans mère, sous-jacent quand même. Diane figure encore l'aveuglement et la sortie du labyrinthe. Donc c'est le sujet du superbe tableau de Nicolas Poussin. Orion aveugle, les pieds écrasant les humains minuscules et la tête dans les nuages. Orion marcha dans l'eau et aperçut l'aurore. Elle s'appelle Éos, aurore aux doigts de rose ou aux robes de safran. Et elle s'est pris du géant auquel elle redonna la vue. Alors, Orion plaisait aussi à la déesse Artémis Diane à Rome, donc il la désira, étant farouchement vierge. Mais parce qu'étant la patronne des chasseurs, elle voulait flécher quelques fauves en compagnie d'Orion. Ce n'est pas prudent, le pauvre grand géant ne put se retenir et voulut violer Artémis. On ne fait pas plus dangereux. Il sera tué par elle. Quel rapport direz-vous avec l'urine de sa naissance? Je n'en vois qu'un. Artémis transforma Orion en constellation et le scorpion aussi, en l'éloignant le plus loin possible. Le signe astrologique, donc du scorpion, est un signe d'eau, etc. Homéotique, semence, sperme, humeur et urine. S'il en était ainsi, Orion aurait été mis à mort sur sa propre origine, fils d'urine, tué par l'urine. Et on a donc la question du fontainier, vous allez voir, de Char, fontainier qui arrive. Fontaine de Duchamp, pur art conceptuel, philosophe de l'urinoir, parce que bon, je m'en prends au philosophe de l'urinoir, moi, en règle générale, pourquoi pas. L'urine engendre l'urine. Le monstre du tableau, l'aveugle à peine sauvé par un amour de la lumière naissante. Éos, l'aurore, son amour à elle, pour le géant qui sera frappé au bout de ligne, tout au long de la ligne de fuite. L'œil était déjà dans l'urine, et dans la fontaine, et regardait la lettre le poète, ou le contraire, l'œil ignore la lettre, et voit la lumière, les sensations colorées. Orthèse, le mot de Char, de l'esprit chez Poussin. Plastophanie, orthèse, dit Char, et non prothèse. Pas de substitution, l'appareillage est celui du soutien, de la telle, outil adapté, souvent sur mesure, sophistiqué, différent de l'écharpe, du plâtre. Orthoplastique, allez. La prothèse et la cécité intéressent plutôt Derrida, d'ailleurs aussi. Donc Nicolas de Staël ne dit pas autre chose. Ou plutôt, il dit cette fois-ci encore autre chose, par orthèse. Au lavandou, la lumière. Le 31 mai 1952, il écrit à son marchand Jacques Dubourg, « La lumière est tout simplement fulgurante ici. Bien plus que je m'en souvenais. Je vous ferai des choses de mer, de plage, en mesurant l'éclat jusqu'au bout si tout va bien. Et aussi en juin. Évidemment, c'est une grande leçon que donne cette lumière grecque, où seule la pierre et le marbre résistent en radiation. Tout compte fait, ni Cézanne, ni Van Gogh, ni Bonnard ne s'en sont servis autrement qu'en étron psychique, je veux dire sur le plan intime. Ils auraient pu peindre ce qu'ils ont peint vraiment n'importe où. Les Grecs, non. C'est total. Leur sculpture prend et rend ce soleil comme il est impossible de le faire ailleurs, dans toute sa simplicité. C'est ce que je pense aussi, quand j'habitais en Grèce. Le bloc sculpté par De Staël, il a fait une sculpture, un bloc de granit, digne du cube de Giacometti. La lumière grecque, mais ce n'est pas un cube minimaliste, hein, un peu plus compliqué. La lumière grecque cisèle toute forme et fait plutôt oublier la lumière. Sur l'acropole d'Athènes, je me souviens de cet orfèvrerie de toute forme. Tout visiteur, toute figure humaine apparaissait taillée, poncée, ciselée. Et puis un aveu d'importance. La lumière du Sud n'existe pas pour les peintres, qui sont d'ailleurs tous des peintres du Nord, ayant fait leur classe en Normandie ou à Paris. Parce que j'ai toujours pensé, pour ma part, Cézanne peignant une gamme, toujours la même, qui n'a pas grand-chose à voir avec les gammes de Provence. Je reprendrai ça. Autre citation. De Staël aurait dit cela, nous sommes excusés d'avance, tous. Rien, aurait dit De Staël, rien de ce qu'on dit d'idiot n'est néfaste à un peintre. Il en a besoin. Ça pourrait réconcilier tout le monde, parce que ça veut dire quelque chose d'idiot, enfin. Mais aussi, attendez, citation complémentaire. Celle-ci, elle est vraiment terrible. Personne ne voit, dit-il, personne ne veut, personne ne sait vraiment regarder un tableau de tous ces gens-là. On pourrait aussi bien les mettre sur les bancs d'une école pour leur expliquer de quoi il s'agit. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Ce n'est pas facile, et le cas me semble plutôt désespéré, en bloc et en particulier. Encore plus extrême. Tout compte fait, on s'en balance.
Ils n'entameront jamais la peinture, c'est tout ce qu'il faut. Il faut quand même désespéré, je ne sais pas avec qui il avait discuté. Nicolas de Staël, janvier 1950. Et voilà. Il a dû souvent ronger son frein en entendant tous ces mots terribles et toujours à côté de la plaque, toujours à côté de ces champs de couleurs. Ils n'entameront pas la peinture, dit-il. Il est bien optimiste. Parce que les îles au pluriel, ils ont fait un du champ. Parce que ne pas voir la peinture, ben, c'est une autre définition de l'art contemporain. Souvenir de la Fondation Mag. Moi, j'avais une discussion donc face à Adrien Mag, sa compagne, et Olivier Keplin. Je suis resté silencieux à deux questions ou sujets. Que pensez-vous du street art et la lumière du sud de la France pour les artistes? J'avais parlé de Retour du refoulé pour le premier, c'est au dessin que je pensais, comme pratique longtemps empêchée au sein de plusieurs écoles d'art contemporain. Le dessin était interdit, hein, ici comme à Paris. À Paris 1, à Saint-Charles. La lumière de la Côte d'Azur et de la Provence ne présente aucun intérêt pictural. Elle est souvent dure, sans grande nuance, le soleil écrasant les palettes. Alors me direz-vous, que sont-ils venus chercher, tous ces artistes dans le Midi? Rien. Un peu de contraste pour faire ressortir les aplats colorés. Ces fameuses teintes éclatantes sont imaginaires, forcées. Vous connaissez une gamme naturelle du Sud dont témoigneraient les peintres en s'en inspirant, comme les impressionnistes l'ont fait avec la lumière de l'Île-de-France. Et tous ces grands coloristes étaient des hommes du Nord, Van Gogh, Matisse, de Staël. Cézanne, issu de la Provence, n'est pas connu pour la variété de sa palette. Il cultive souvent la même gamme. Il n'a d'ailleurs rien à voir avec les gammes de la région d'Aix. Comme un Enguerrand Carton, par contre, ce primitif, je ne sais pas si vous le connaissez, ce grand peintre français du XVe siècle, donc qui est de la région d'Avignon, lui, il a su s'en inspirer. Matisse et de Staël venaient chercher une confirmation de leur goût pour l'aplat coloré en grand contraste, en très grande intensité. Mais ce n'est pas dans le Midi qu'ils se sont trouvés comme peintres, avec leurs registres propres et leurs inventions chromatiques. C'est en Île-de-France. L'un apportant les gammes de la Flandre, l'autre celle de la Russie, sans doute, et Van Gogh celle de la Hollande. C'est dans le nord de la France que fut inventé l'impressionniste. Ce ne fut ni en Italie, ni sur la Côte d'Azur. Le bleu domine à Paris, en Normandie ou en Flandre. Les gris sont par là infiniment plus modulés et souples, favorisant de ce fait de puissants accords de ton. L'ocre jaune l'emporte en Italie et dans le Midi, empêchant une palette plus éclatante, à mon sens. Delacroix cherchait des teintes vives dans les textiles marocains, mais c'est autre chose, là, tout autre chose. C'est à débattre, c'est une thèse évidemment qui apprend à Bospoil ce qui peut se dire couramment. Enfin bon, j'essaie encore de regarder dans le Sud. Je vois surtout des grands aplats. Bon, le street art, comme la BD, n'apporte rien plastiquement. C'est d'abord un dispositif, le mur, l'extérieur, la rue. Et c'est encore un simple écart avec ce qui existe en le reproduisant. Ces agrandissements d'images et de graphisme populaire ne sont que des répliques, des doubles de ce qui existait déjà dans les musées, les livres illustrés et la presse de magazines. On comprend que j'ai dû garder le silence à table après mon intervention sur la plastrophanie. Voilà, bon, d'autant plus que bon, la Fondation Mag, qui a été patronnée par Braque, Miro et Giacometti, à sa création, a assuré d'une certaine façon le passage de la peinture pure avec le pop, le nouveau réalisme. Il se trouve qu'il y a encore quelques peintres, et non des moindres, qui rompaient avec ce passage continu, notamment Bacon, et puis même Gérard Gaziorowski, je ne sais pas si vous connaissez, malgré sa tendance conceptuelle. Si vous voulez imaginer une sorte de jeu avec autodestruction de la peinture, bon, c'est encore autre chose. Mais le Cassé bleu fait peut-être référence à un tableau du peintre, parmi ceux de la période abstraite sombre, du nom de Casse-Lumière. Voilà, il y a le mot Casse-Lumière, où la couleur ressortait en braise, sous les amas de barres et de formes entrecroisées. L'idée du Cassé bleu serait-il inspirée de cela, la lumière claire, brutalement dissimulée, qu'il faisait sourdre à ses débuts, mais qui deviendra la couleur éclatante et presque sombre, plaquée sur la toile, sur le sable ou sur la mer de ces dernières années. Une couleur-valeur, une couleur lumineuse, mais assombrissante, qui se répandra sur toutes ces toiles. Casse-lumière, donc, Nicolas de Staël. Le 16 mars 1955, Nicolas de Staël se suicide en se jetant du haut de la terrasse de son atelier sur les remparts d'Antibes. Musique, amour impossible ou perte de contact avec son œuvre. Je n'ai plus la force de parachever mes tableaux, écrit-il. Nicolas de Staël laisse inachevé l'immense toile rouge du concert, commencé quelques jours plus tôt. Le peintre s'inspire en effet de 2 concerts récents donnés au théâtre Marigny, Webern et Schoenberg, ainsi que d'une conférence de Pierre Boulez. Si c'est la musique qui tue, et avec une allégorie de ces 2 femmes en instrument de musique, comme l'imagine un écrivain récent, mais la musique tuerait aussi bien le peintre comme le fait la littérature. Elle ne peut être d'aucun secours pour le peintre, si elle apporte une source d'inspiration, c'est souvent par une forme de malentendu. Donc, voilà, un concert
une plage rouge, un tableau inachevé. Au cours du même séjour parisien de mars 1955, Nicolas de Staël confie à son ami Antoine Tudal être parvenu au terme de sa peinture. Pourtant, de retour à Antibes, le peintre se met au travail et tente de coucher sur la toile les impressions musicales qu'il a ressenties en écoutant la musique des deux compositeurs. Soutenu par ses amis violonistes, Suzanne et Charles Bistési, il réalise plusieurs esquisses. Mais à la tension nerveuse que fait naître en lui la réalisation de cette œuvre, qui lui demande beaucoup de couleurs, s'ajoutent les tensions de sa vie privée. Après un week-end de travail acharné, les 14 et 15 mars, Nicolas de Staël se donne la mort. À son ami Jacques Dubourg, il laisse cette lettre. Je n'ai pas la force de parachever mes tableaux. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, de tout cœur. À son ami Jean Borret, à qui il avait montré ses études le 15 mars, il écrit « Cher Jean, si vous avez le temps, voulez-vous, au cas où l'on organise quelque exposition, que ce soit de mes tableaux, dire ce qu'il faut faire pour qu'on les voie. Merci pour tout. » Il laisse une troisième lettre adressée à sa fille, Anne, âgée de 13 ans. Les derniers mots d'ailleurs de Bonnard, j'ai découvert ça à ma grande surprise, une sorte d'anti-Goethe. Dernier mot de Bonnard, il ne pouvait plus peindre. Il a laissé un tableau inachevé qui était un arbre en fleurs blanc. Il a demandé donc à la femme qui s'occupait de lui, il n'a jamais peint, de prendre un peu de jaune citronné et puis de peindre en bas de la toile. Ça apporte de la lumière, dit-il. Et puis il est mort comme ça. Ça apporte de la lumière, sa composition. Effectivement, si on retire le jaune, là, c'est ce qu'on peut faire, c'est de mettre la main devant le jaune en bas. Toute la peinture est éteinte. Si on met avec ce jaune-là, voilà. Donc une lumière de peintre, là. C'est pas ce que Goethe a voulu dire en demandant de la lumière, mais là on a une parole de peintre que je ne connaissais pas, de peintre argonien qui pense encore à sa peinture avant de mourir. Je ne sais pas si c'est avec la plus grande froideur qui soit, il est pourtant dans la vie, mais il n'est plus tout à fait dans la vie. Et en tout cas, une mort l'oblige à terminer un tableau, mais d'une manière assez efficace, semble-t-il, et en mettant du jaune, voilà, mettez-moi du jaune à cet endroit-là, et il est mort après, c'est la dernière parole. Pour illuminer, ça, le jaune, voilà, c'est ce qui va illuminer ma toile, ça apporte de la lumière à la toile. Enfin, il y a le portrait de Char par de Staël, donc ce sont les limites de la plaque colorée, il y a un petit portrait de Char par de Staël, mais alors, voilà, vraiment, il faut le savoir que c'est un portrait, même une figure. C'est la limite de l'exercice à la matisse, avec 3 tons, blanc, rouge et noir, et une absence complète de visage, de silhouette même. Seraient-ce les couleurs du Yéti, pour finir, d'un couple de Yéti qui marqua l'actualité lors de leur collaboration au point d'inspirer une image, un poème à René Char, sur le couple improbable de l'écrivain et du peintre. Alors bon, j'enfonce le clou, moi, évidemment, mais c'est quand même pas moi qui le dis, c'est la rêverie de Char, de la plume et du pinceau. René Char imagine ce texte de présentation qui accompagna les 14 bois gravés du peintre destiné à poème, intitulé Bois de Staël. Je lisais récemment dans un journal du matin que des explorateurs anglais avaient photographié sur l'un des versants extrêmes de l'Himalaya, puis suivi durant plusieurs kilomètres, les empreintes de pieds, de pas plutôt, dans la croûte neigeuse d'un couple d'êtres dont la présence en ce lieu affreusement déshérité était invraisemblable et incompréhensible. Empreintes dont le dessin figurait le pied nu d'un homme énorme, muni d'orteils et d'un talon. Ces deux passants des cimes, qui avaient si innocemment et si monstrueusement ce jour-là marqué pour d'autres leur passage, n'avaient pu toutefois être aperçus d'explorateurs. Un guide himalayen assura qu'il s'agissait en vérité de l'homme des neiges, du Yéti. Sa conviction et son expérience en admettaient l'existence fabuleuse. Même si j'écoute l'opinion raisonnable d'un savant du muséum qui, consulté, répond que les empreintes pourraient être celles d'un plantigrade ou d'un quadrumane d'une rare espèce, les bois géants que Nicolas de Staël a gravés pour mes poèmes, pourtant rompus aux escalades et aux sarcasmes, apparaissent aujourd'hui pour la première fois sur un champ de galaxies et de neige que le rayon de soleil de votre regard visiteur, en italique, va caresser ou tenter de faire fondre. Staël et moi, nous ne sommes pas, hélas, des Yétis, mais nous nous approchons quelquefois, plus près qu'il n'est permis, des vivants et des étoiles. Fin du poème de présentation. La bête formée par le poète et le peintre, chimère sur les neiges éternelles, jamais vue, toujours photographiée, ses traces surtout, tiens, traces de pas, mais pas de forme, sur les hauteurs, bien sûr. Pas de deux. Comme si cela ne suffisait pas, la danse de mort, au moins pour le peintre toujours, devait connaître un développement, évoquant la découverte d'empreintes humaines, géantes, sur les flancs de l'Himalaya, le projet de ballet, il y a un projet de ballet du coup. L'abominable homme de neige s'inspire du texte Bois de Staël. René Char en confia les décors à Nicolas de Staël, qui réalisa de nombreux dessins et aquarelles préparatoires, puis se mit en quête d'un compositeur. Kandinsky, jamais avare de correspondance entre les arts, aimait expliquer les rapports entre les points d'un dessin en les comparant à ceux qui relient les pas d'une danse. Rien de plus simple. L'abominable Homo poeticus pictures
Nous voulons nous aussi écrire une arrière-histoire du poème pulvérisé. Mais il y a le Ulysse de la peinture, pour Turner, imaginé cette fois-ci par De Staël, plus intéressant, plus perspicace. De Staël s'imagine comme Turner, dont il rapporte un propos sans citer son nom. Ça a été popularisé par le film qui est sorti cette année. Turner en Ulysse attaché au mât par ses hommes pour subir volontairement la tempête et se trouver au milieu des éléments déchaînés, pour connaître ainsi de l'intérieur l'espace pictural qui l'inspire tant. Lettre du 25 février 1953. Mais l'océan est une expérience formelle, dit-il encore. Il relève d'un tempérament équilibré. Il n'y a pas que cette immense ébullition, où l'on se contente de quelques tracés de courants autonomes. C'est extraordinairement mesuré, l'océan, bien bâti, différent chaque instant heureux. Et quel troué au couchant avec ces petits nuages pâles qui semblent rire du poids des vagues, au risque de la poésie, c'est moi qui ajoute, bleu, verte, serpent, miroir superbe, que cela s'organise bien, ce débordement. Je dis, ça s'organise bien visuellement. Quel tempérament équilibré. Je n'ai jamais vu de couleurs fugitives, certaines impossibles, éclatantes, calmes. Quelle joie, René, quel ordre. La joie du superbe en plastique, du tempérament équilibré, à ressentir au milieu de l'océan. J'ai fait quelques marches, continue-t-il, c'est fou la richesse du pays au point de vue formel. Point de vue formel. 11 juillet 1953. Et puis il y a les filles, les femmes, en particulier Jeanne, mariée à son ami pharmacien, qui devient son modèle et dont il tombe amoureux. C'est peut-être suicidé à cause de cela, mais qui le désespère. Il en devient définitivement lyrique dans une plastique amoureuse liée au lieu. Il s'était déjà montré sensible à une anti-Nadja, une anti-Baudelaire, avec le désir de peindre, le poème. Mais voilà, place Saint-Michel, une fille de Marseille, qui m'enlève tout le calme pour méditer à mes projets. Une vulgarité, peut-être que cela devient sublime, et ronde comme une pierre tendre. Dieu sait si j'arrive à faire un nu avec ce phénomène, mais j'ai jamais vu un volume pareil à 20 ans. 10 avril 1952. Une femme, un volume pour le peintre. De manière plus lyrique et avec le lieu, Jeanne est venue vers nous, avec des qualités d'harmonie d'une telle vigueur que nous en sommes encore tout éblouis. Quelle fille, la terre en tremble d'émoi. Quelle cadence unique dans l'ordre souverain. Là-haut, au cabanon, chaque mouvement de pierre, chaque brin d'herbe vacillait au rythme libre, grave, et dont le souffle, par instant, suspendu, une dureté de la matière éternellement dure, s'éternisait à cet instant-là à son pas. Quel lieu, quelle fille, 20 juillet 1953. Un amour, une peinture. La transsubstantiation ou la transfiguration alchimique de la peinture par le lieu et la figure, tout ce qui se voit, tout ce qui peut se faire aimer visuellement, deviendra peinture en pas cadencée. Dureté de la matière et de la forme, mais aussi malaxée celle-ci, couleur maçonnée à la truelle ou à la spatule, tableau, espace, lieu du voir. Et puis bientôt, matière fluide, liquéfiée, au risque de la perte de contact, de la désincarnation, exigeant peut-être une nouvelle force qui lui manquera de son propre aveu. Mais incarnation dans les natures mortes, les nus, les paysages, incarnation sans christianisme, certainement. La vie coule comme de l'aluminium glacial et brûlant, et le pape ne l'arrêtera pas. Enfin, c'est un de Staël amoureux qui nous parle déjà en 1946, mais formulant sa matière picturale entre glace et braise, aux couleurs irisées de l'aluminium liquide et miroitant. Je décolle souvent et voyage toujours, pour voir si le lieu du leur ne se confond pas avec celui de ma main. À René Char, lettre du 12 novembre 1953. Le leur fait signe vers l'animalité, la chasse, la capture ou le semblant. La séduction encore, sans sortir de son chemin, du chemin de peintre, le modèle et le peintre séduisent, font sortir du sillon de la vie, sortent de la vie afin de peindre. Mais le leur, épiphanie acceptée, simulacre voulu, phénomène esthétique de la forme visuelle, plastophanie sans épiphanie joycienne ou proustienne, jamais ou épiphanie contagieuse, comme le dieu grec revenant chaque année dans son temple, contamine tout, c'est ça l'épiphanie, comme un Apollon contagieux donc. L'épiphanie est une contagion en grec, liée à l'incarnation de l'idole. Le leur est peinture ou main, dit donc de Staël. Il faudrait interroger le travail de la main, celle du philosophe et celle du peintre, celle de Dürer et celle de Nicolas de Staël. L'aluminium glacé et brûlant au creux de sa main, au cours du voyage, de Staël y reconnaîtra sa main, le leur est sa main. Le peintre ne quitte pas la main du peintre, son espace. C'est bien sûr aussi l'animal pictural, un animal qui se débat dans les raies de la peinture, ou le peintre qui se débat dans les raies de la vie, ou du vivant graphique que l'on dit aussi pictural, etc. Animal pictural, le fameux zoographos. Merci pour ta bonne lettre, René. Je décolle souvent et voyage toujours pour voir si le lieu du leur ne se confond pas avec celui de ma main. Il faut pourtant y arriver, que ce soit sans hésitation là, et par ailleurs que cela se passe. C'est dur d'accepter l'abruti qui se trouve en soi. Et comment faire sans lui? Je t'embrasse, Nicolas. Reprenons. Donc en me voyant pris dans les raies de ces tableaux, je me suis dit, je suis à eux, je suis le leur. Je suis pour eux
le lieu du leurre. Ça, c'est Jacques Derrida qui disait sur les portraits. On remerciera notre proté, le lieu du tableau de la plastique pure. Je suis une brute, disait Cézanne. Abruti de peinture, il faut pourtant y arriver. Au lieu du cassé bleu, de l'aluminium, et sans vie, sans histoire, à l'arrêt, dureté. Lieu du leurre. Ou alors, on ne s'échappe pas des fantômes amoureux, des fantômes que l'on aime, à l'arrêt. Du fantôme que l'on est soi-même. Je suis corps et âme devenu un fantôme qui peint des temples grecs. Et un nu si adorablement obsédant, sans modèle, il se répète et finit par se brouiller de larmes. C'est de Stahl, hein, qui fait. Ce n'est pas vraiment atroce, mais on touche souvent sa limite. Quand je pense à la Sicile, qui est elle-même un pays de vrais fantômes, où les conquérants seuls ont laissé quelques traces, je me dis que je suis dans un cercle d'étrangeté dont on ne sort jamais. Quel ange, quelle folle de férocité. Mais comment peut-on aimer les rêves? Novembre 1953. Spectre peinture en Sicile. La lettre du leurre est également du mois de novembre, avec un post-scriptum sur la logique, logique animale. La logique, c'est une dent chez un chien. Il faut pourtant se nourrir. Logique de peintre amoureux. Le peintre amoureux est aussi le thème d'une pièce de Molière. L'amoureux s'y déguise en peintre pour approcher sa bien-aimée. Ici, le peintre se déguise-t-il en amoureux du fond de sa spectralité. Titre exact, le Sicilien ou l'amour peintre. La logique animale du peintre qui se nourrit de tout ce qui est visuel, les grands ciels et l'immédiateté picturale, être de plein pied dans la peinture. L'espace, la pâte, la couleur. Tu m'as fait retrouver d'emblée la passion que j'avais enfant pour les grands ciels, les feuilles en automne et toute la nostalgie d'un langage direct sans précédent que cela entraîne. 8 novembre 51. Mais il ajoute, ouille, j'ai ce soir 1000, ça c'est moi qui dis oui, j'ai ce soir 1000 livres uniques dans mes mains, dans mes deux mains pour toi. Je ne les ferai peut-être jamais, mais c'est rudement bon de les avoir. Imagine les livres. Ce lieu du leurre, 1000 livres uniques, c'est la main du peintre. 1000 livres pour toi, pour René Char, pour toi aussi, pour tout le monde. Jamais écrit sans doute à ne jamais faire, ou à écrire comme peintre, en essayant comme ici, seulement la peinture des grands ciels et des feuilles écarlates, de l'aluminium liquide, de la braise, et faire surgir un désir d'écrire en direction du poète. Mais le Fontainier n'est jamais loin, le Fontainier. Le poème Vermillon. Vermillon, pour finir, réponse à un peintre. Qu'elle vienne, maîtresse, à ta marche inclinée, ou qu'elle appelle de la brume du bois. Qu'en sa chambre, elle soit prévenue et suivie, épouse à son carreau, fusée inaperçue. Sa main, fendant la mer et caressant tes doigts, déplace de l'été la borne invariable. La tempête et la nuit font chanter, je l'entends, dans le fer de tes murs, le galet d'Agrigent. Fontainier, quel dépit de ne pouvoir tirer de son caveau mesquin la source, notre endroit, hélas. Chimère, chimère peut-être de la peau, Yéti, poésie du Yéti, le peindre, écrire. On se souvient du mirage esthétique de René Char à ce sujet, comparant son association avec de Stahl, le Yéti. Au couple Yéti. Voilà. Un jour, je ne fus pas comme les autres, j'avais jeté mon dévolu sur Vermillon, réponse à un peintre, voilà, etc. Voilà. Merci. Merci pour ce texte qui est un très beau texte, mais qui maintenant nous sollicite pour le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut maintenant j'ai pu le lire à la suite, à peu près, mais il est évident que là, il comprend une série de relations, d'allusions, d'informations telles qu'il est évident qu'il faudrait que l'on ait présent à l'esprit ce dont il s'agit. Alors, il faudrait peut-être commencer parce que tu as cité à très juste titre, tu as centré d'ailleurs, et tout ce texte, c'est à la fois un récit, un hommage, un commentaire essentiel de Nicolas de Stahl. Mais je pense que peu de personnes ont présenté à l'esprit l'œuvre de Nicolas de Stahl. Donc il aurait fallu peut-être, un peu comme avait fait Diane lorsqu'elle a suspendu des images
lors de son intervention, que l'on ait une vue quelconque de Nicolas de Staël. C'est peut-être ça par quoi il faudrait commencer, je crois, de bien nous pénétrer de l'œuvre de Nicolas de Staël et de voir exactement ce qu'il peint, comment il peint, qui est quand même la première chose. La seconde chose, je dis juste deux propositions dont il faudrait que tu nous expliques peut-être Nicolas de Staël un peu plus visuellement et précisément. La seconde chose, c'était qu'effectivement, que ton texte est une confrontation ou comment pourrait-on, une opposition, c'est pas une Auseinander Setzung, c'est pas une confrontation d'ailleurs, c'est une opposition entre la peinture telle qu'elle s'exprime et telle qu'elle se présente chez Nicolas de Staël, et c'est intéressant d'ailleurs, c'est ainsi que je l'ai compris, c'est-à-dire qu'on donne Andy Warhol, on donne quelque chose qui est une sorte d'aboutissement négatif, négateur de la peinture, et puis d'autre part, on donne avec Nicolas de Staël quelque chose d'autre, qui est peut-être d'ailleurs puisque Nicolas de Staël rompt lui aussi avec la peinture représentative en grande partie, avec la peinture figurative, avec la peinture dans son exécution classique, mais d'une manière tout à fait autre. Il le précède d'ailleurs, donc on pourrait dire, mais Andy Warhol vient après, mais ça c'est pas une question de temps, je crois qu'il est important, bien qu'il est important quand même de signaler qu'il y a, pour les deux, ils interviennent dans un moment très plein, très critique pour la peinture, c'est bien un moment critique qui va proposer différentes issues. Et des issues qui sont, on pourrait dire, il y a une issue qui va s'orienter vers la pop peinture, ou la pop négation de l'art tel qu'il est traditionnellement conçu, et même tel qu'il se prolonge dans la peinture. Et dans l'autre, il y a quelque chose qui ne prétend pas, à la popularité, à cet art populaire, mais il n'est pas non plus un art qui prétend à un élitisme, qui ne prétend pas non plus être réservé simplement pour certains, et qui même dans ses thèmes ne prétend pas non plus à une abstraction distante, un peu comme par exemple ce que fera Mondrian à la même époque, ou les abstraits qui seront appelés des abstraits lyriques. Il y a chez Nicolas de Staël, que je n'ai pas connu personnellement, Châtelet le connaissait un peu, puisque c'est lui qui m'avait annoncé le suicide de Nicolas de Staël. Je crois que c'était un personnage très séduisant, et d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas si je me trompe, il était très grand. C'est une sorte de colosse, je crois. Je ne sais pas si tu sais comment il était. Oui, il était très grand, au moins 2 mètres. C'est ça, oui, une sorte de puissance, oui, mais qui était affirmative et qui a pris également dans les thèmes, dans les sujets, il a plongé dans le football, donc il était dans le concert,
Il a choisi dans le concert effectivement quelque chose qui, malgré tout, était aussi un petit peu particulier, un petit peu élitiste, avec le domaine musical de Stockhausen, de Boulez, ou alors avec la poésie de René Char, mais qui n'a jamais, qui a toujours prétendu, ou aspiré tout au moins, à une certaine popularité, bien que, et qu'il a acquise d'ailleurs, et même une certaine popularité au sens d'accessibilité de la part du lecteur, mais enfin qui n'est pas non plus quelque chose de quelconque, ce n'est pas Prévert, ce n'est pas celui qui va se mêler à ce qu'il y a de plus populaire quand même dans la poésie, ou dans la musique. Donc c'est quand même un domaine assez particulier qui nous est ouvert avec eux et qui est très important dans la culture française et mondiale contemporaine et qui définit un domaine qui est à la fois réservé et qui est à la fois très ouvert et très accessible. Donc tu as eu raison et je te remercie infiniment d'avoir écrit ce texte, mais d'un hermétisme tel qu'il faut effectivement que nous le commentions et que toi tu fasses l'effort de nous le rendre accessible. Donc j'en pose les termes et les enjeux. Les enjeux, c'est un peu cette double ouverture, cette orientation multiple, double et contradictoire de quelque chose qui paraît être en opposition radicale, effectivement, au Warhol et de Stahl, mais qui, d'autre part, se joint d'une certaine façon et n'aborde, se lie également à une certaine problématique du pictural. J'en ai esquissé un nœud peut-être, je crois, parce que il a en quelque sorte son texte que je considère comme un texte de base, qui est de Ceci n'est pas une pipe, commenté par Michel Foucault, et qui nous place au cœur, au fond, de cette problématique de la peinture contemporaine, qui n'est pas du Champienne, c'est pas exactement la même chose, mais qui, avec Magritte, est également quand même lié à un nom qui est celui du surréalisme, qui fait partie de la crise de la peinture contemporaine. Alors je crois qu'il serait intéressant de donner, à titre pédagogique, et pour bien préciser les choses, les éléments de cette problématique autour de Warhol, autour de Stahl, comme on pourrait le faire également d'ailleurs autour de Manet, autour de Cézanne, etc. Mais enfin là, il y a de multiples occasions dans l'art contemporain pour poser ce problème. Là, tu l'as bien posé, tu as choisi des noms que l'on connaît, mais qu'on n'utilise pas toujours et que l'on ne met pas toujours en relation les uns avec les autres. Alors, je te laisse momentanément la parole, ou plutôt, je laisse la parole à ceux qui veulent intervenir pour la reprendre ou pour te la donner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, je crois que... Michel, tu es connaisseur de Char, je crois que tu es très admirateur de René Char, c'est ce que j'avais compris. Non, c'est juste que par rapport à ce que tu l'avais dit, je crois que, enfin, pour moi, il n'y a pas de suprématie de la poésie sur l'art ou l'art sur la poésie. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment une rencontre. C'est-à-dire que c'est... enfin, je ne parle pas sur le plan personnel, c'est comme Deleuze disait, on rencontre une idée en art, on rencontre, tu vois, il n'y a pas de... je comprends pas trop ta façon de dire que d'une certaine manière, l'art serait unique dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas parler d'art. Mais il ne s'agit pas de plaquer un discours sur l'art, il s'agit de rencontrer une idée en art en venant, je ne sais pas, de la poésie, de la philosophie, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que, pour moi,
les disciplines artistiques, ou les domaines artistiques connus sous le nom de poésie, enfin, d'art de l'écriture, enfin, de roman, ou de peinture, ou de musique, ne se rencontrent jamais. Même pas et surtout pas sous la catégorie philosophique d'art. Je suis un pourfendeur de l'unité. Là, je m'éloignerai évidemment de quelqu'un qui pourtant me séduit dans son approche de l'art contemporain, Badiou, qui quand même unifie, comme tout le monde, presque tout le monde, les arts sous une catégorie. L'art, ce que je ne crois pas du tout, pour la simple raison que la peinture, il n'y a pas grand-chose à gagner dans sa pensée, son effectuation, parce que ce dont je parle, c'est quand même d'un état de fait, c'est-à-dire on appelle peinture quand même des choses qui n'utilisent à peu près rien de la peinture, stricto sensu, et qui sont au plus près d'une installation, d'un écran vidéo,